Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chers amis de Facebook. En cette date du 20 mai 2022, précisément 16h10, je fais cette petite vidéo préenregistrée pour réclamer le passeport de M. Charles Blé Goudé auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal qu'un citoyen soit arrêté et jugé à la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité et la même juridiction pénale donnant un verdict définitif d'acquittement. Et depuis la sortie de prison du viol colonial, à travers cette Cour pénale internationale de M. Charles Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, jusqu'à présent, n'arrive pas à rentrer chez lui. On lui délivrera un passeport, ce qui n'est pas normal. Je pense bien que nous sommes dans une république. Et une république respectant les droits humains, respectant la liberté de tout citoyen, a droit à un document de voyage, d'aller où il veut, quand il veut, et rentrer quand il veut, sans qu'on lui pose des conditions. Voilà ce que le droit dit. Le droit à son titre de voyage, elle n'est pas à négocier. C'est un droit. Et il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire sache que elle doit être responsable avec elle-même devant les institutions de la République. Au-delà de tout, nous comprenons que la responsabilité morale du gouvernement de Côte d'Ivoire est engagée dans cette délivrance de ce passeport. Aujourd'hui, nous constatons que M. Charles Blé Goudé, ayant reçu un émissaire du gouvernement de Côte d'Ivoire, et jusqu'à présent, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un gouvernement qui respecte les traités internationaux, elle-même qui a adhéré librement et signé ces accords, ne respecte pas le droit humain, le droit à la liberté, d'y aller et revenir, doit confisquer un passeport qui est un droit pour tout citoyen, et le gouvernement fait du chantage avec certains collaborateurs qui se cachent derrière. Nous ne savions pas pourquoi tout cela, mais nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des citoyens ivoiriens, et de procéder à une délivrance du passeport de M. Charles Blé Goudé. On n'a pas à négocier, on n'a pas à mentir. Je crois bien. Nous sommes égaux en droit. Ce qui supplie bien notre constitution. Tous citoyens ivoiriens naissent égaux en droit. Et nous pensons qu'aujourd'hui, que l'État doit prendre ses responsabilités pour délivrer le passeport de M. Charles Blé Goudé, qui est le président du COJEP. Ceci n'est pas normal. Ceci n'est pas normal qu'on voit un Ivoirien, un citoyen ivoirien humilié, rabaissé ainsi. Il veut rentrer chez lui, il a droit de rentrer chez lui. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et tout Ivoirien, tout citoyen est libre de circuler où il veut, sans tenir compte, sans demander qui que ce soit, à qui que ce soit. Sans demander compte à qui que ce soit. Sans venir se justifier auprès de qui que ce soit. Chers frères, chers amis, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, lèvons-nous ensemble.
pour réclamer le passeport de Michel Blé Goudé. Levons-nous pour dire non à cette injustice faite à un Ivoirien. Et cet Ivoirien, c'est Charles Blé Goudé. Je vous remercie, à vous tous qui allez écouter cette vidéo, avec des vidéos que je vais rajouter après avoir fini de faire cette déclaration. Elle va s'accompagner avec des vidéos pour voir un peu tout ce qui se passe avec les différentes déclarations des uns et des autres. Merci messieurs, merci madame, merci chers amis. C'était le frère de Bokipré, Jean-Yves. Je ne sais pas si je le fais maintenant ou c'est après. Je vous écoute et je vous rappelle que je voudrais connaître surtout vos observations sur les conditions de détention à La Haye ainsi que votre remise à La Haye. Merci, Madame la juge. Je voulais d'abord dire que je suis content d'être là. Pour le respect que j'ai pour les victimes, mais de toutes les victimes de la crise qui a secoué mon pays, je suis content d'être là. Dans l'affaire qui m'oppose au procureur, pour que la vérité soit sue, afin que cesse le murmure. Madame la juge, je ne veux pas être libre de mes mouvements physiques pendant que ma conscience innocente, accusée à tort d'être la base de tous les torts, pleure au-dedans de moi. Madame la juge, contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Madame la juge, je n'ai pas été remis à la CPI dans les normes. Je voudrais le noter. J'ai été arrêté de manière cavalière au Ghana, surpris dans mon sommeil, amené manu militari au bureau national d'investigation, mis dans un véhicule sans qu'on me dise où on m'amène. C'est pendant que nous roulions que je me suis rendu compte qu'on me ramenait en Côte d'Ivoire. Et pourtant, les choses pouvaient se faire dans les règles de l'art. On ne m'a pas permis de parler à un avocat. Mes droits élémentaires ont été violés, Madame la juge. Je voulais que cela soit noté. Dans mon pays, avant qu'on me remette à la CPI, pendant 14 mois, j'ai été séquestré, Madame la juge. Je ne pouvais voir personne et personne ne pouvait me voir, Madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri.
Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Madame la juge, chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau de paille. On me mettait une cagoule. À part la DST de mon pays, où j'ai fait près de 9 mois et demi dans un violon, avec pour voisins Jean-Yves Digopieux et Jean-Noël Abbaye. Les autres lieux où on m'a détenu, j'avais toujours les yeux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. Madame la juge, c'est tout dernièrement qu'un après-midi, mon geôlier est venu me coiffer. Ils sont venus dans la chambre avec des bagages. Ils m'ont amené au sous-sol toute l'après-midi. Et c'est quand nous sommes remontés que je me suis rendu compte que la chambre était d'une propriété sans pareil. Ils ont rangé des livres. Ils ont rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Et ils avaient un appareil photo. Ils ont commencé à me photographier. Ils me disent, il faut sourire. Et je souris. Fais comme si tu étais en train de lire. Et je lis. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une mise en scène que le ministère de l'Intérieur de mon pays venait de faire. Madame le juge, j'ai été réveillé le 21 mars à minuit. On m'a bandé les yeux. On m'a mis une cagoule. On m'a mis dans un véhicule. De minuit jusqu'au matin, j'étais assis dans une chaise, les yeux bandés, la tête encagoulée. Et c'est le matin, quand on m'a enlevé la cagoule, que je me suis rendu compte que j'étais à la DST à nouveau. Mis dans un véhicule, on m'a conduit chez le procureur. Madame la juge, c'est là qu'on m'a signifié votre mandat d'arrêt. Le même jour, au pas de course, les autorités de mon pays ont fait siéger la chambre d'accusation qui devait approuver mon transfèrement. Madame la juge, c'est comme ça que j'ai été remis le lendemain à la CPI. J'estime qu'on peut faire la politique avec élégance, avec sagesse, et que la prison n'est pas un instrument pour briser le moral de ses adversaires politiques. On n'utilise pas la prison pour cela. Quelqu'un est accusé, avec tous ses droits, on peut le mettre en prison. S'il est reconnu coupable, il est condamné. Et je voulais vous dire, dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais, si je suis jugé pour ce que j'ai fait, et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Car dans mon pays, on me traque. On traque ma famille. On fait un chantage politique à ma famille politique et biologique. Mon médecin en prison. Tous mes collaborateurs en prison. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis. Parce que si on devait me poursuivre en Côte d'Ivoire pour ce que j'ai fait, il y a beaucoup de personnalités pro Ouattara qui ne peuvent même pas me regarder en face. Madame la juge, je ne veux pas être la honte de ma génération. Je ne veux pas être la honte de ma famille et de mes enfants. Je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Madame la juge, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas à cause de moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des observations additionnelles à formuler sur vos conditions de détention à La Haye? Merci Madame la juge. Ici. Je suis venu à La Haye. C'est ici que moi j'ai appris qu'un individu peut avoir des droits qui lui sont reconnus. Et je voudrais vous remercier pour ça d'ailleurs. Je suis bien traité ici. Et je suis animé d'un double sentiment. Parce que quand on m'a mené à La Haye ici, beaucoup ont pleuré. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, je vivais le calvaire. Chaque jour, je vivais dans l'angoisse. Chaque minute était un combat. J'étais comme un objet dont on disposait quand on voulait, comme on voulait. Et on me faisait du chantage politique. J'en avais honte pour mon pays et pour mon continent. C'est quand je suis arrivé ici que
que je me suis rendu compte qu'un individu peut avoir des droits. J'ai été logé comme un prisonnier. Je ne peux pas demander comme dans un hôtel à 4 étoiles. Un prisonnier est un prisonnier, dans tous les cas. Et je suis préparé à cela. Je suis prêt. Mais j'ai quelques observations à faire avec mon avocat. Mais je souhaite, pour le respect que j'ai pour la Cour, qu'on vous en parle à huis clos, Madame le juge. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Blégoudet. Je veux aussi vous rappeler que parmi vos droits, en vertu de l'article 60 du Statut de Rome, vous avez aussi la possibilité de formuler une demande de liberté provisoire en attendant d'être jugé. Monsieur Blégoudet, je souhaite savoir si vous souhaitez présenter cette demande de mise en liberté provisoire maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez toujours le faire par écrit à la suite de cette audience. Et en tout cas, une décision de la Chambre sera rendue après avoir obtenu les observations pertinentes du procureur et des autres participants, comme prévu par le statut, le règlement de procédure des preuves et le règlement de la Cour. Maître Kaufmann. Maître Kaufmann, tout à fait. Si je pouvais répondre à cette question, mais bien sûr, il est bien évident que nous allons déposer une écriture en vue d'obtenir une libération provisoire, mais il faudrait savoir quels seraient les États partis qui seraient en mesure d'accueillir M. Blégoudet. Il rompt le silence depuis son acquittement le 15 janvier, suivi de sa libération sous condition par la CPI. Pour crime contre l'humanité, Charles Blégoudet, l'ancien leader des Jeunes Patriotes et ex-ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans une interview accordée à l'AFP en Belgique, où il est contraint de résider par la CPI, Blégoudet, 47 ans, dit n'être intéressé par une candidature à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à la paix et à la reconstruction de mon pays, assure-t-il, soulignant être disposé à dialoguer avec le régime qu'il a envoyé en prison. L'ex-chef des Jeunes Patriotes est pessimiste quant à la présidentielle de 2020. On va droit dans le mur. Les facteurs qui ont conduit à la crise post-électorale en 2010 sont 2 fois plus réunis, s'inquiète-t-il. Au sujet de l'ancien président Laurent Gbagbo, il souhaite que le président Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Son retour, pense-t-il, pourrait être salvateur pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. C'est un rassembleur. Je pense qu'il a encore un rôle à jouer en Côte d'Ivoire. Pour le moment, Blégoudet dit préparer la transformation de son mouvement, le COJEP, en parti politique en vue des futurs scrutins, hormis la présidentielle de 2020. J'étais à San Pedro, quand les chars français détruisaient la Côte d'Ivoire. Je t'aime Côte d'Ivoire, je t'aime à San Pedro. Comment faire pour rentrer à Abidjan? Si je rentre à Abidjan par la route, je vais arriver vers 23h. Il fallait utiliser d'autres moyens. On devait m'héliporter. C'est-à-dire un hélicoptère. Mais celui que j'ai sollicité, il a dit Charles, moi je ne peux pas prendre cette responsabilité parce que l'armée française abat tous les appareils volants de la Côte d'Ivoire. Vraiment, excuse-moi, je ne veux pas. J'ai dit, mais je te demande de m'envoyer un hélicoptère. Maintenant là. Il dit, mais on abat tous les avions. J'ai dit, je te demande, est-ce que l'hélicoptère est là? Il dit oui. Il dit, mais toi, tout ce que je te demande, il faut le déposer ici. J'étais avec Annie Kelly, qui est là aussi, il faut la saluer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas souvent. Les attitudes ont des origines. Et puis l'hélicoptère est arrivé. J'ai dit à mes compagnons, montez, ça recule. Tout le monde qui est monté dans l'avion le jour là, ça recule. J'ai dit, Annie, il faut prier. Serge Kassi n'était pas là parce qu'il était en deuil, il venait de perdre sa mère. Donc on lui avait dit de se reposer un peu. J'ai dit, Annie, il faut prier, on va partir. Annie a prié. Je suis le chef. Donc je suis monté. Ils m'ont suivi. J'ai dit au pilote, il faut décoller en partie.
Mais je ne conteste rien. J'avais pour moteur ma conviction pour mon pays. Et puis Dieu. Et en plein vol, Saint-Jour, le pilote me dit, il faut porter tes casques et te parler. Je mets les casques, il me parle. Il me dit que l'hélicoptère ne peut pas atterrir à l'aéroport. L'armée française a pris l'aéroport. On est en l'air. Je ne peux pas expliquer aux autres. Je suis en train d'appeler David, Isaac, tout le monde à la Bible. Moi, c'est vous. Dabouri Richard me dit, mais président, il y a quoi? Il dit, ah tiens, il faut me laisser. Je suis en train d'appeler David. Je lui dis, dépose-moi à Figayo. Il dit, non. C'est pas un baka. Je ne peux pas vous déposer à Figayo. Mais bref, nous finissons par atterrir au camp d'Akouédo. Et oui, quelque chose que je n'ai jamais dit, oui, comme ça j'existe, il insiste. Et quand l'appareil atterrit, il est encerclé immédiatement par les militaires qui voulaient tirer sur l'appareil. Parce que le chef d'état-major en son temps, qui était dans le coup, a dit à l'armée que c'est un appareil ennemi. Et le pilote me dit, Blé, il faut descendre. J'ai dit, mais toi, il faut descendre. Et il me dit, non, ce sont des jeunes, la plupart des militaires qui sont là. Moi, ils ne me connaissent pas. Je suis un militaire, je suis un pilote parmi tant d'autres. Toi, il faut montrer ton visage, tu vas nous sauver. Donc, j'ai mis les mains en l'air et je suis descendu de l'appareil. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible par nos concitoyens. Par ailleurs, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire.
Charles Blé Goudé sera-t-il de retour et bientôt en Côte d'Ivoire, son pays natal? Eh bien, les choses semblent aller dans ce sens-là. Qu'en pensent nos chroniqueurs sur le plateau? Eh bien, petit tour de table. Élisée Bouloubou, je commence par vous. Depuis longtemps, des questions se posent sur le fait que Charles Blé Goudé n'ait toujours pas obtenu son passeport, ne soit toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, les choses semblent préoccuper d'autres que nous, j'ai envie de dire. Oui, c'est légitime en tout cas que les uns et les autres soient préoccupés parce que déjà lorsqu'on se rappelle le Conseil des ministres du 21 avril, c'est ça, 2021, lorsque le chef de l'État disait que après avoir pris acte de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ils étaient donc libres de rentrer en Côte d'Ivoire. On avait tous pensé en tout cas que les mois qui allaient suivre, il serait en Côte d'Ivoire et effectivement... Et même lui, il l'avait pensé. Voilà, et là, on a vu que 2 mois juste après cette annonce-là, Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire. Donc, on a attendu, on s'est dit que c'était une question de jours et de semaines peut-être pour Charles Blé Goudé. Mais là, nous sommes en train d'assister à des mois qui ne font que s'allonger. Et donc, c'est légitime qu'on se pose bien évidemment des questions. C'est d'autant plus que le concerné lui-même a estimé qu'il a déposé ses papiers, qu'il a fait l'enrôlement qu'il faut. Et donc, il était en attente de son passeport. Donc, la question de savoir pourquoi jusque-là, il n'a pas le passeport ou bien pourquoi jusque-là, il n'est pas rentré, c'est des questions légitimes. Moi, après, je pense que ceux qui ne lui ont pas encore remis son passeport ont des raisons, certainement, pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Mais il serait bien, en tout cas, que ces raisons soient portées peut-être à la connaissance du grand public pour que, au moins, ça évite qu'on aille dans tous les sens dans des supputations qui peut-être forcément ne sont pas ce qui est, quoi. En tout cas, ce qui est bien à noter, c'est qu'on sent que la CPI, la Cour pénale internationale, est en train de s'activer pour aider, en tout cas, à faciliter les choses pour les citoyens Blé Goudé. Donc, la vraie question à se poser, c'est que peut la CPI? Bon, déjà, c'est des démarches qui sont entreprises au niveau Que vaut la CPI? C'est toute la vie, Dakar. D'abord, toute la journée, je passe la journée là-bas. Aux environs de 17h, on m'emmène dans des salles annexes pour que je sois interrogé. J'ai été interrogé. On m'a ramené dans la cellule. On m'a d'abord conduit ensuite au bureau du directeur du BNI. J'étais dans sa salle d'attente. On m'a dit qu'il allait me recevoir pour échanger avec moi. Et puis après, ils m'ont ramené encore. Comme ça faisait là la 10e arrestation politique que je connaissais dans ma vie, que j'essaie d'interpréter les choses, j'ai tout de suite compris que la phase de la banalisation a commencé. Et ce qu'on appelle le baïtage. D'abord, pour te montrer que tu n'es rien. On te fait pour que l'autorité va te recevoir. Et puis après, tu ne reçois pas. On te ramène en cellule. On m'a habillé, c'est des habits bleus. Un ensemble bleu. On m'a fait porter. Où il était écrit dessus bien mal. Ensuite, vers 21h, on a sorti. J'ai dit vers parce que je m'ai arraché ma montre, tout, je n'ai plus le rien. Quand on me ramène au poste, on me dit habillez-vous, monsieur. Tout prisonnier, quand on dit habille-toi, ça veut dire qu'il t'a pas dit chez toi. On dit que ça va aller. Et on m'embarque dans un véhicule avec des cortèges, tout ça. On traverse la ville Dakar. Peut-être qu'on va se réunir pour discuter. Au fur et à mesure que le cortège avançait, je reconnais certains endroits. J'ai vu d'abord une ville qui est juste à l'entrée de Dakar, qui m'appelle Kassoua. Je sais que tu fais Ghana. Kassoua, je vais vers la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Bon, peut-être aussi que bon, c'est une discussion peu revenue dans ce quartier-là. Ensuite, on arrive à Cape Coast. Ensuite, à Takoradi, j'ai compris sans doute. Je vous épargne les détails. J'ai été transféré en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de bruit. Le mot dont je vous le dis aujourd'hui, j'étais meurtri. Et cette plaie-là, je ne sais pas si elle peut guérir un jour. De savoir que je suis au milieu de l'adversaire qui me maltraite. Et dehors, on dit de moi que j'aurais fait une deal avec l'adversaire. J'ai fait les détentions que j'ai subies. Celle-ci, ça m'a fait mal.
J'ai des voisins de celui de la DST. C'est celui qui est mort, c'est celui qui est mort. Que je n'étais pas en prison. Que j'habitais chez Ahmed Bakayoko, j'ai fait la Java avec lui. Jean-Yves Digopieux était mon voisin à la DST. Donc il peut témoigner. Je n'avais pas le droit de parler de lui à un moment donné. Et maintenant que le procès est fini, je peux en parler. C'est mon voisin, monsieur. Abbaye Jean-Noël, le commandant Abbaye Jean-Noël, était mon voisin de celui de la DST aussi. Les deux là sont pas encore morts, ils sont en vie. J'en parle pour que vous sachiez d'où je viens. C'est quand j'arrive ici, et que le docteur Saraka me visite en 2016, qu'il m'apprend que j'avais fait une opération de communication sans le savoir. Puisque le docteur Saraka était détenu avec moi aussi à la DST. Mais on n'était pas dans la même cellule. Il était dans le conteneur, il était dehors, dans la route. Un jour, c'était un dimanche. Parce qu'on ne nous sort jamais. Mon geôlier ouvre ma cellule. Il dit, mais tu peux prendre de l'air dans le couloir ici. Et moi, j'ai grimpé au portail. Je suis approché au portail pour voir dans la cour. Et mon regard croise celui de Dr Saraka. Il y avait là une trousse. Et il partait se laver. Parce que ceux qui sont dans le conteneur, eux, ils sortent pour aller se laver. Et j'ai crié, docteur, les télé. Lui sait qu'il y a une seule personne dans le monde qui l'appelle comme ça. Et il lève la tête, il me voit, mais il y avait des FRC derrière lui, donc il fait comme s'il ne me voit pas. Il part, et moi il s'est approché, parce que je sais qu'il va arriver. Et quand il revient, il rentre dans leur conteneur, il y avait une fenêtre. Il y avait du monde qui venait autour de lui. J'ai levé ma main, je l'ai salué, puis je suis descendu, monsieur le monsieur. Quand il est venu ici à la haie, il m'a dit, mais est-ce que tu sais que tu as fait une grande communication? Parce que tous ces jeunes-là venaient d'arriver à la DST. Et toute la nuit, lui, son tracas discutait avec eux. Il dit, non, il n'est pas en prison, il a trahi la lutte. Il doit jamais Bakayoko. Il est à la rue Princesse. Et Saraka lui a dit, non, c'est pas vrai, il est en prison. Sans que lui sache dans quelle prison je suis. Les gars disent, mais est-ce que tu l'as vu? Il dit, non, mais je le connais. Et donc, quand je l'ai salué ce jour-là, Saraka vient d'avoir raison. Ces jeunes-là se rendent compte qu'ils étaient manipulés. Ceux qui voulaient leur mentir, leur mentir. J'étais en prison à la DST, dans une condition plus difficile que la leur. Puisqu'il y a ce qu'on appelle le blindé à la DST. Il n'y a que 4 cellules. C'est l'un des plus dangereux de la Côte d'Ivoire comme là-bas. Donc j'étais considéré comme tel. Là-bas, la porte est fermée 24 heures sur 24. C'est là que j'étais. Je vous le dis pour que nul n'en ignore. Parce que beaucoup a été dit. Pendant que je souffrais. Bref, et là, je ne vous ai pas eu de détails. 14 mois après, on m'a transféré à la CPI. Hier, le jour le président Gonda. Nous avons subi un procès qui a été joint. Et le 15 janvier, nous avons été acquittés. Le procureur a fait appel. Je vous épargne les détails. Le 31 mars 2021, notre acquittement a été confirmé par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Je précise que le président de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale est en même temps le président de toute la CPI. Donc ces décisions sont sans recours. C'est ce monsieur-là qui a prononcé notre acquittement, le président Gbagbo et moi, pas quelqu'un d'autre. Donc ce procès est derrière nous. Mais je sais que pendant que j'étais en prison, certains qui pouvaient sont venus me voir. Modo est venu me visiter. Tu n'étais pas obligé de venir. Mais c'est la cause, tu nous dis, qui a fait que tu es venu. C'était difficile ce jour-là parce que tu as pris un retard, mais tu tenais à me voir. Et puis, d'autres Ivoiriens aussi sont venus me voir. Qui ne me connaissent pas. Tu n'as jamais bu un seul verre d'eau dans ma maison.
Ils n'ont pas connu dans un fauteuil ministériel. Mais pour notre cause, ils sont venus. Ceux qui ne viennent pas, ils priaient. Et le 31 mars, c'est comme si tout s'était arrêté. Moi, je sais. Vos oreilles, votre cœur, pour certains, votre esprit était arrêté. Pour savoir quelle était la décision qui allait être prise pour ou contre Laurent Gbagbo et moi. Et la décision, vous la connaissez, nous avons été définitivement agités. En 2010, il y avait deux camps en présence. D'un côté, le camp Ouattara, avec ses alliés. De l'autre côté, le camp Gbagbo, avec ses alliés. Mais aujourd'hui, vous avez le camp Ouattara, qui vient de perdre l'aile politique, avec le départ du PDC-RDA dans les Konabédi, son aile armée, avec le départ de Guillaume Soro. Vous voulez faire allusion à la rébellion? Je ne fais pas allusion à la rébellion, vous avez bien compris ce que je dis. Et à un moment donné, on se croit tellement fort qu'on se dit, écoute, on peut se permettre tout sur le peuple. Oubliant que le peuple, même sans armes, peut se faire droit. Parce que le peuple burkinabé a cru bon, et c'est ce qu'il a fait. Ils ont estimé qu'ils avaient besoin de changements pour passer à autre chose au Burkina Faso. Je pense que cela est à saluer. Mais je ne peux pas applaudir le fait qu'un citoyen soit hors de son pays. Je sais ce que c'est comme douleur. Je ne peux pas applaudir les malheurs de Blaise Compaoré. On va vous dire tout de suite, les Burkinabés et les Ivoiriens sont tués. Ce n'est pas vrai. Il faut éviter de confondre le Burkina officiel, la Côte d'Ivoire officielle, et les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés. Je veux parler avec mes frères burkinabés. Je veux parler avec mes soeurs burkinabés. Je veux leur dire que je ne suis pas le monstre qu'on leur a décrit, qu'on leur a dépeint, que je suis leur frère, victime aussi d'une politique internationale, comme eux, et qu'on peut se parler. On parle certes de réconciliation dans nos différents États, mais est-ce qu'on ne pense pas que le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire devraient aussi entamer un processus de réconciliation? Cela est très important. Et cela mettrait nos peuples à l'abri de surprises désagréables. Plus nous sommes amis, plus nous nous parlons, plus on s'avertit l'un l'autre d'un éventuel danger. Parce que quand le champ du voisin brûle, il ne faut pas tout de suite rire. Il faut l'aider à éteindre ce feu-là. Quand on frappe le lézard, le Mabouya s'apprête. Please be seated. Oui, vous asseoir. 0211 0211. Contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Je ne comprends rien. Passeport, donné, liberté, donné, enjaillement, donné pour la réconciliation. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que moi-même, je ne sais même pas. J'ai donné, moi donné, j'ai donné, il faut donner parce qu'on l'a. Oulo amen caillou, ça dit pas péo, oulo amen caillou, yé tani en passo.
enfants. Quand ils ont annoncé l'acquittement, et tout soulagement, je me dis la paix est revenue. Car c'était mal les connaître. Simone Bagbo veut voir son enfant. Solange veut voir son mari. Ça dit pas il veut voir ses enfants. La Côte d'Ivoire est tout, qui a besoin de nous tous. Donnez-lui son passeport. Donnez-lui son passeport. Et Daniel Passo. On dit le passeport est dans le circuit. Circuit lui-même il est étonné. Zadig va faire quoi? Même sans moyens, il demeure un coin. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces enfants pour l'avancement du pays. Donnez-lui son passeport. Donnez-lui son passeport. Ya c'est, donnez-lui son passeport. La Côte d'Ivoire veut voir son enfant. Maman Solo veut voir papa. Simone Bagbo veut voir son enfant. Zadig Babé veut voir ses enfants. Koumi Bagnao, Soukolatier. Et donnez-lui son passeport. Koumi Bagnao, Soukolatier. Cette personne ne va manger la cola. Y'a quoi même? Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Dehors là, ils sont généreux, mais pour les familles, ils sont pas prêts. Dehors là, ils sont généreux, mais pour les familles, ils sont pas prêts. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Dehors là, ils sont généreux, mais pour les familles, ils sont pas prêts. Dehors là, ils sont généreux, mais pour les familles, ils sont pas prêts. Et nena kase kanyoa, samia kase kanyoa. Et nena kase le, papea kase kanyoa. Suao, amazale, baba budu kokoko. Suao, ele nastale, iwa baba budu kokoko. Suao, iwa baba budu. Amazale, baba budu. Et né en Afrique, et les Noukalais, tu n'es pas considéré. Et quand tu as les postes doués, au sein de ta famille, c'est quoi le plus négligé? Au conseiller de famille, on décide sans toi, tu n'as pas toi la parole. Et quand tu décides de parler, c'est qui va te dire, mon ami, prête ta bouche là. Faut pas nous ennuyer, faut pas nous embêter.
n'arrives pas à manger, c'est pas chien que tu vas pouvoir élever. Voilà mes petits signons, voilà mes petits signons.